Ça fait quelques jours là que c'est un peu le bordel dans les infos, il y a des échanges de tirs, il y a une petite guerre diplomatique en cours aussi, tout un bordel, n'est-ce pas? Et en vrai c'est un sujet dont on parle pas tant que ça ici, alors que c'est un gros sujet, en vrai. J'en ai rapidement parlé dans une vidéo qui est sortie l'an dernier à propos de Bollywood et du nationalisme indien, n'est-ce pas? Mais il y a de quoi... Il y a de quoi discuter. Le Cachemire, c'est frontalier avec 3 pays, l'Inde, le Pakistan et la Chine. Et les 3 revendiquent des territoires qui grappillent sur les territoires que les autres revendiquent. Du coup, c'est tension H24. L'Inde s'est déjà frité avec la Chine à propos du Cachemire. L'Inde se frite avec le Pakistan non-stop à propos du Cachemire. C'est un bordel. Et au milieu, il y a les Cachemiris qui font leur vie. Voilà. La question du Cachemire est au cœur de la rivalité qui oppose les 2 phares ennemis depuis leur indépendance. Sous la colonisation, le Cachemire, situé à la frontière nord-ouest entre l'Inde et le Pakistan, faisait partie des 600 principautés rattachées à l'administration britannique, mais jouissant d'une certaine autonomie. Logiquement, avec une population à majorité musulmane, le Cachemire devait rejoindre le Pakistan. Mais le Maharaja hindou qui dirigeait le territoire préféra se rallier à l'Inde laïque plutôt que l'État islamique pakistanais, avec des conséquences graves sur les relations bilatérales encore de nos jours. Revendiqué par l'Inde et le Pakistan, et la Chine, le Cachemire a été à l'origine de 3 guerres entre les 2 pays. La première a éclaté dans la foule de l'indépendance dès l'automne 1947. Elle prit fin en 1949 avec la proclamation d'un cessez-le-feu sous l'égide des Nations Unies. La résolution de l'ONU prévoyant un référendum pour déterminer l'avenir du Cachemire est restée lettre morte faute de conditions requises pour l'organisation du vote. Une ligne de contrôle le long de laquelle les hostilités se sont arrêtées en 1949 partage aujourd'hui le Cachemire entre l'Azad Cachemire occupé par le Pakistan, soit 37% du territoire, l'État de Jammu et Cachemire gouverné par l'Inde, soit 63% du territoire. Les 2 pays se sont livrés 2 autres guerres, en 1965 puis en 1999, sans réussir à changer la donne. L'Inde comme le Pakistan voudrait imposer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire cachemiri. Juste pour que vous voyez vite tef, parce que le Cachemire ça parle pas forcément à tout le monde, et malgré le fait que ça soit un endroit tendu non-stop depuis 80 ans, ça reste un endroit touristique. Et malheureusement, ça s'est mal passé pour les touristes récemment. Attends, qu'est-ce que je fais? Je suis du mauvais côté. C'est là le Cachemire. Vous voyez les frontières là? Vous savez qu'un pays c'est le bordel quand il n'a absolument aucune frontière qui n'est pas en pointillé. Donc Jammu et Cachemire, c'est ça là. Ça c'est la partie indienne que je montre avec ma souris. Il y a la partie pakistanaise qui est là. Voilà, c'est le bordel. Et ça là, c'est Aksai Chin, je crois ça s'appelle, cette région-là. Ah, attendez. Ah merde, je peux pas activer de VPN, sinon ça va couper le live, je crois. Parce qu'en plus, en fonction des pays, forcément, ça n'a pas les mêmes noms ni les mêmes découpages. Mais ça, c'est chinois. Enfin, c'est revendiqué par la Chine, en tout cas. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, personne n'est indépendant. Hein, c'est la merde. Et donc, on en arrive aux tensions entre l'Inde et le Cachemire. Donc, on a cette interview, comme je disais, d'Olivier Guillard, spécialiste de l'Asie à l'Université du Québec à Montréal et directeur d'information chez Crisis 24 et enseignant à l'EDEC. Donc, comme on le disait, le Cachemire est un territoire situé au nord de l'Inde qui, depuis la partition des Indes britanniques en août 1947, se retrouve partagé entre 3 pays que sont l'Inde elle-même, le Pakistan, également issu de cette partition, et la Chine, comme on le disait juste avant. Pour apporter un peu de clarté à nos lecteurs, merci à vous. Quelle est la situation actuelle au Cachemire, c'est-à-dire à la fois les possessions et les revendications de chacun? Et encore, le gars est spécialiste Asie, hein. Moi je dis respect. Hein. Je sais grand l'Asie, c'est un bordel. La principauté de Jammu et Cachemire comprenait une superficie total de 222 236 km² en 1947. Soit, sur ce total, 100 942 km² sont aujourd'hui sous souveraineté indienne. 78 114 km² sont contrôlés par le Pakistan. Enfin, 38 000 km² sont sous l'autorité de la République populaire de Chine, l'allié stratégique de la République islamique du Pakistan. En outre, 5 180 km² supplémentaires dans la vallée de Chakgam ont été cédés par le Pakistan à la Chine dans le cadre de leur accord frontalier provisoire du 2 mars 1963 et sont sous souveraineté chinoise depuis lors. A noter qu'à l'ONU, quand on aborde la tortueuse thématique de la souveraineté du Cachemire, le fait que la Chine occupe environ 43 180 km² de ce territoire disputé est
rarement évoqué. Volet qui est quelque peu troublant. 3 pays qui sont des puissances nucléaires. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné encore, mais c'est une autre couche d'angoisse dans ce dossier, n'est-ce pas? La partie du Cachemire administrée par l'Inde, suite à l'inclusion complète de Jammu et Cachemire comme partie intégrante du territoire indien après l'abrogation de l'article 370 de la Constitution, à l'été 2019, c'est super récent ça. Hein. Parce que jusqu'alors, le Jammu et Cachemire avait un statut plus ou moins autonome. Notamment garanti par ce fameux article 370. Il y a eu une campagne de zinzin en Inde pour l'abrogation de cet article et pour l'intégration du Jammu et Cachemire dans l'Inde comme un autre État, tout simplement. Notamment, j'en avais parlé dans la vidéo justement sur Bollywood et le nationalisme, il y a ce film que je ne vous recommande pas d'aller voir. N'allez pas le voir. Qui est The Kashmir Files, qui est donc un film où le fils d'un des survivants d'un attentat dans les années 90 décide d'enquêter justement sur ce qui s'est passé à l'époque et de revenir sur le narratif officiel. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des rencontres qu'il fait, il se rend compte que tout le monde ment et que c'était un génocide contre les Indiens. Et en plein milieu du film, enfin sur la fin, mais en plein dans le film, il y a cette scène où tu suis un grand-père et sa petite fille qui sont dans un camp. Et vraiment, genre, ils sont dans le camp, tu vois. Ils ont été faits prisonniers, machin, ça se passe pas bien. Et il y a le grand-père qui commence à dire « Révoquez l'article 370 !» Révoquez. Il commence à scander le truc et d'autres gens le rejoignent. Et c'est dans un film. Hein. C'est dans un film. C'est très bizarre. Donc c'était vraiment pour faire comme si, dès les années 90... Désolé, j'ai essayé de l'oublier juste après l'avoir vu, parce que c'était horrible. C'était horrible. Mais donc ouais, donc, du coup, voilà, comme je dis, même après que l'article ait été révoqué, il y a quand même eu derrière de la propagande pour dire que ça a toujours été un truc que les Cachemiris voulaient. Jammu et Cachemire sont inclus à l'Inde en abrogeant l'article 370 de la Constitution et sont divisés en deux entités administratives, Jammu et Cachemire et le Ladakh. La partie pakistanaise du Cachemire est divisée en 2 régions, le Gilgit-Baltistan, GB, et le Azad Cachemire. Le GB relie le Pakistan à la Chine et constitue le point de départ du corridor économique Chine-Pakistan. China-Pakistan Economic Corridor, ou CPEC. Du côté pakistanais. C'est pour cette raison que l'Inde s'oppose à la fameuse Belt and Road Initiative, chère à Pékin, considérant que la Chine n'a légalement aucune frontière avec le Pakistan et que le CPEC traverse un territoire indien illégalement occupé. La fameuse nouvelle route de la soie que veut mettre en place la Chine depuis des années, justement, qui créerait un corridor économique terrestre et maritime entre la Chine et énormément de pays qui sont tout autour, frontaliers, en Asie. En plus, il y a la Chine qui a ses intérêts économiques au fait que le Pakistan garde sa partie du Cachemire, parce que du coup, ça le rend frontalier, et ça permet les échanges économiques avec ce dernier. Donc, la présence croissante de ressortissants chinois dans la région suscite par ailleurs une opposition au Gilgit-Baltistan. Ses habitants considèrent notamment que l'absence de statut constitutionnel pour la région et son contrôle direct par le gouvernement d'Islamabad ont mécaniquement concédé aux Chinois la liberté d'exploiter les ressources de la région, peu ou prou comme ils l'entendent, sous-entendu sans l'autorisation des gens qui habitent la région, tout simplement. Donc, question du journaliste, de ce que l'on peut lire, le Cachemire semble avoir toujours été indépendant ou indien. Comment la Chine et le Pakistan expliquent-ils le fait qu'ils aient eux aussi des revendications sur ces territoires? Donc voilà, le journaliste disait que le Cachemire avait été soit indien, soit indépendant, donc pourquoi le Pakistan et la Chine avaient des revendications dessus? Pour le Pakistan, le Cachemire est au cœur de ses relations, complexes et heurtées pour dire le moins, avec l'Inde. Depuis 1947, cette république islamique s'efforce sans relâche de faire valoir que le Cachemire, principauté à majorité musulmane, aurait dû être rattaché au Pakistan et non à l'Inde.
Les facteurs sous-jacents de la politique pakistanaise à l'égard du Cachemire sont restés inchangés depuis la première guerre du Cachemire, 1947-1948. Ces efforts diplomatiques, tant sur le plan bilatéral que sur celui de l'examen de la question dans divers forums internationaux, se sont principalement limités à dénigrer l'Inde et à faire croire que l'approche bilatérale dans la résolution du contentieux avait échoué. En outre, il est manifeste qu'Islamabad, et plus particulièrement l'influente institution militaire, n'a guère d'appétence pour un règlement pacifique et négocié de ce différend majeur avec son voisin indien, privilégiant davantage une approche martiale pour solder le problème. Je suis pas fan de la formulation, Olivier. Je suis pas fan, hein. C'est le spécialiste, je dis pas. Mais je suis pas fan. Voilà. C'est pas juste c'est pas juste l'Inde qui veut négocier la paix pacifiquement et le Pakistan qui veut leur tirer dessus. Aujourd'hui, c'est la balance belliciste penche même un peu plus, si ce n'est beaucoup plus, du côté de l'Inde. Les deux sont chauds, hein, qu'on soit d'accord. Mais après, il date de quand? 2022? Non, il date de quand ça? Il date de quand? 2023. Eh, mon ref, non, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses, mon ref. Il était consultant sur The Kashmir Files. Non, mais on va peut-être prendre quelques pincettes pour continuer à lire. Donc, le Pakistan plaide officiellement et de manière répétée pour la mise en œuvre de la résolution de l'ONU du 21 avril 1948 sur le Cachemire. Cependant, son approche militariste pour résoudre ce contentieux s'étirant déjà sur 3 générations d'hommes démontre clairement son manque d'intérêt pour une issue négociée sur la base d'intérêts mutuels. En outre, il est de longue date notoire, ça se dit, ça, il est de longue date notoire, que le Pakistan fait appel à des groupes terroristes pour maintenir l'instabilité dans la partie indienne, Cachemire, susciter des sentiments anti-indiens et encourager la radicalisation d'une jeunesse locale ne voyant guère d'issue pacifique se dessiner. Cette politique radicale nourrit une impasse diplomatique et explique en grande partie les 3 guerres indo-pakistanaises, centrées sur la souveraineté de cette ancienne principauté, survenue jusqu'alors. La dernière, il y a moins d'un quart de siècle, crise de Kargil du printemps-été 1999. C'est totalement l'argumentaire du BJP, le parti au pouvoir en Inde. C'est incroyable. C'est les arguments mot pour mot de Narendra Modi. C'est incroyable. On va peut-être enquêter en off sur ce Olivier. Hein. Bon bref, c'était surtout pour la partie pourquoi c'est la merde au Cachemire. Je le répète, c'est pas juste le Pakistan qui veut faire la guerre en soutenant les terroristes et les pauvres Indiens qui se font attaquer. C'est pas ça qui se passe, c'est plus compliqué. Attends, je te dis ça, Coyote. Olivier Guillard. Mais attends, ce Crisis 24 là, groupe Garda World. Attendez, on va aller voir vite fait c'est qui, c'est quoi. Parce que j'ai pas lu l'article en entier. La première partie était très intéressante et je me suis dit, on va lui faire confiance. Parce que du coup, j'avais chopé un autre article de lui qui expliquait la situation. Mais en fait, du coup, on va pas aller voir ça. On va choper quelque chose de quelqu'un d'autre. Mais du coup, on va plutôt jeter un coup d'œil à ce que c'est ce Garda World là. Vite Carglass. Oui, vite Carglass. Un de mes meilleurs potes s'appelle Olivier, il n'y a pas de souci. Je lui fais confiance sur plein de trucs. Est-ce qu'on a... Est une société canadienne spécialisée dans la sécurité. Et donc, le siège est à Montréal. La compagnie offre aux entreprises et organismes du secteur public et privé des solutions comprenant la sécurité physique. Est-ce que ils auraient pas des intérêts économiques en Inde et pas au Pakistan, Garda World? On a peut-être trouvé un truc intéressant, en vrai. Il a une tête de nazi déjà. À bientôt pour d'autres enquêtes d'investigation. Merci, Coyote. Toujours fidèle au poste. Non, mais ouais, attends. En vrai, je suis à peu près sûr que c'est un bail comme ça. Donc oui, le monsieur qui dit que en fait tout ça c'est à cause du Pakistan belliqueux machin. Donc il est directeur de l'information, c'est Crisis 24 qui fait partie du groupe Garda World. Groupe Garda World qui est qui a une société de sécurité qui est implémentée un peu partout dans le monde, mais notamment en Inde et non au Pakistan ni en Chine, comme le fait remarquer Meda.
Donc du coup, on explique un petit peu ce discours. C'est toujours ça qui est dur quand on cherche des infos, et ce pourquoi c'est important de recroiser ses sources, n'est-ce pas? C'est que du coup, quelqu'un qui connaît pas, et il s'arrête juste à cette interview, qui balance pas mal de détails, n'est-ce pas? Donc elle est assez complète sur certains trucs. Quelqu'un qui connaît pas, il dit juste ça. Il va pas chercher d'autres sources. Bah c'est bon, tu vois. Le problème au Cachemire, c'est la faute du Pakistan qui soutient les terroristes. Fin. Sauf que du coup, quand on a ça sous le nez, en fait, non, Olivier. C'est un non. On ne te croit plus, Olivier. C'est fini. On ne peut plus te faire confiance. Mais en fait, vous savez quoi, du coup, je suis curieux de savoir ce qu'il dit. Attends, cet article-là, il date de... voilà. Attends, ça avait déjà commencé, on est d'accord, hein. Oui, voilà. Donc non, maintenant, je suis curieux de savoir ce qu'il dit sur l'attentat qui a eu lieu, justement, et sur les tensions qui en découlent. Parce que, oui, si c'est encore plus le bordel aujourd'hui entre l'Inde et le Cachemire, c'est notamment parce que la semaine dernière, il y a eu un attentat au Cachemire, au Jammu et Cachemire, donc la partie indienne, qui a coûté la vie à 26 touristes, si je ne dis pas de bêtises. Et s'en sont suivis du coup plusieurs échanges de tirs entre l'armée pakistanaise et l'armée indienne. Et ensuite, il y a eu tout un découlement de décisions politiques entre les deux pays. Dans le Pakistan, l'attaque au Cachemire indien prélude d'une crise plus grave. Parce que ça fait stresser beaucoup de gens, la crise en cours. Et notamment, on le rappelle, parce que tous les belligérants ont l'arme nucléaire et que la tension entre les deux a rarement été aussi haute, sauf pendant les guerres directes, quoi. Donc l'attentat terroriste qui a fait de nombreuses victimes pourrait amener les deux puissances nucléaires au bord d'un nouvel affrontement. Fallait-il y voir un élément annonciateur du chaos qui allait s'abattre la semaine suivante dans la partie de l'ancienne principauté du Cachemire administrée par New Delhi? Olivier me fait penser à Alain Bauer à faire son expertise en disant faut acheter des caméras de surveillance et tiens, il y a des contrats avec des entreprises qui en fournissent. C'est pratique, dis donc. Non mais oui, hein, c'est... son avis est très orienté, mais faut vraiment pas creuser très loin pour trouver pourquoi, parce que je suis pas fort en OSINT, moi. Et bonsoir, Wispy. Donc nous disions... était très longue cette phrase d'intro, Olivier. C'était pas sympa pour moi, ça. Le 16 avril dernier, à Islamabad, la capitale pakistanaise, le très influent chef des armées du pays des Purs, le général Asim Munir, prononçait lors d'une allocution à la Overseas Pakistani Convention des propos pour le moins incisifs. Notre position est absolument claire. En parenthèse, le Cachemire, c'était notre artère vitale. Cela restera notre artère vitale, nous ne l'oublierons pas. Nous n'abandonnerons pas nos frères cachemiris dans leur lutte héroïque. Vous devez raconter l'histoire du Pakistan à vos enfants afin qu'ils n'oublient pas que nos ancêtres pensaient que nous étions différents des hindous dans tous les aspects de la vie. Nos religions sont différentes, nos coutumes sont différentes, nos traditions sont différentes, nos pensées sont différentes, nos ambitions sont différentes. C'était le fondement de la théorie des deux nations qui a été établie là-bas. Nous sommes deux nations, nous ne sommes pas une seule nation. Ouais, on l'avait dit au tout début, justement, quand j'expliquais... c'est une traduction a posteriori, vu qu'à la base, c'est aussi l'acronyme des différentes régions du pays. Une intervention fracassante, immédiatement condamnée par la diplomatie indienne en des termes tout aussi éloquents. Comment quelque chose d'étranger peut-il se trouver dans une veine jugulaire? Ce territoire est un territoire de l'Union indienne. Son seul lien avec le Pakistan est la vacance de territoires illégalement occupés par ce pays. Et le ministère indien des Affaires extérieures de renchérir. Le Pakistan peut faire tous les efforts possibles, mais sa réputation d'épicentre du terrorisme mondial ne s'en trouvera pas diminuée. Ouais, c'était... Ah, je vais le ressortir. Attends, je vais retourner sur Wikipédia. Hein. Hop, Pakistan. Hop. C'était pour Pendjab, Afghanistan, Cachemire. Ah. Oh là 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 là. Cachemire, Sindh et Baloutchistan.
Non mais oui, cette phrase est incroyable. Après ça pour le coup c'est une citation du ministre des Affaires extérieures indien et et vraiment le gouvernement indien parle H24 comme ça du Pakistan. Genre c'est le discours officiel. Tu veux descendre? Attends. Hop. Oh, c'est tout mou, hein, mon pauvre. Où tu vas? Ok. Ah, ça tangue toujours, hein. 6 jours après cette réponse rhétorique musclée, la violence aveugle foudroyait la Baisaran Valley, la petite Suisse du Cachemire habituellement paisible et prisée des touristes à quelques kilomètres de Pahalgam, une centaine de kilomètres à l'est de la cité de Srinagar et de son iconique lac Dal. Très beau lac, qui est aussi mentionné dans The Kashmir Files d'ailleurs. Le mardi 22 avril... Ah, et voilà, juste petite parenthèse, voilà, parce que, comme je ne sais plus qui le disait dans le chat, mais quand le gouvernement pakistanais dit le Cachemire, c'est des Pakistanais, ils ont toujours fait partie du Pakistan, ils n'ont rien à voir avec les Indiens, on est un seul peuple et on est un peuple séparé des Indiens, les Indiens ils disent pareil. Les Indiens ils disent le Cachemire, ça a toujours historiquement été indien, ça fait partie de l'Inde, c'est des Indiens, les musulmans l'ont envahi, ils ont massacré tout le monde, mais c'est nos frères à la base. Les deux pays ont exactement le même discours là-dessus par contre. L'Inde est peut-être un petit peu plus virulente. Mais là, comme on le voit, après c'est Olivier, hein, mais tout le monde est énervé. Donc, le mardi 22 avril, au lendemain de l'arrivée sur le sol indien du nouveau vice-président américain... J.D. Vance, faut qu'il arrête de se balader. Hein. Faut vraiment qu'il arrête de se balader. C'est vrai c'est vrai que tout le bordel a commencé après son passage. Je sais plus où il est allé récemment et il y a encore eu la merde. Mais vraiment, enfermez-le dans la Maison Blanche en fait. Ou c'est peut-être pour ça que Trump ne le veut pas aux États-Unis. Donc au lendemain de la visite de J.D. Vance, un commando de terroristes d'une demi-douzaine d'hommes affublés d'uniformes de l'Indian Army a émergé de la forêt puis ouvert le feu sur une foule de touristes, indiens pour la plupart, tuant au moins 26 personnes et en blessant de nombreuses autres. Aussitôt, l'armée indienne, la Central Reserve Police Force et la Jammu and Kashmir Police se sont déployés en nombre pour boucler cette zone montagneuse et tenter de retrouver les assaillants. Les spécialistes du sous-continent indien se souviendront sûrement qu'un quart de siècle plus tôt, en mars 2000, alors que le chef de l'État américain d'alors, Bill Clinton, était attendu dans la patrie de Nehru et de Mahatma Gandhi, un commando affilié au groupe terroriste pakistanais Lashkar-e-Taiba assassiné au Cachemire indien une quarantaine de Sikhs dans le village de Chittisingpura. Bonsoir, Hugo Link. Ou bonjour même. Non, il est 19h. La fenêtre est fermée chez... Ouais, non, il doit faire jour. Bonjour. Donc, diplomates expulsés, frontières fermées. Les condoléances adressées les jours suivants par les autorités pakistanaises à leurs homologues indiennes et aux familles des disparus n'ont pas suffi à calmer le jeu, crispant une fois encore la très ténue relation indo-pakistanaise. Le gouvernement indien a ordonné notamment dès le 23 avril l'expulsion de diplomates pakistanais et la fermeture d'un des très rares points de passage frontaliers entre les deux pays, tout en se réservant la possibilité de mener dans un second temps des actions plus marquantes. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont promis à tour de rôle de ne pas laisser cet acte odieux impuni, de sanctionner ses exécutants et de ne pas épargner ses commanditaires, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. À savoir que, quand on remonte un petit peu plus haut, le Pakistan peut faire tous les efforts possibles, mais sa réputation d'épicentre du terrorisme mondial ne s'en trouvera pas diminuée. On se rappelle que Olivier, dans son article-là, il rappelait également, il disait que le gouvernement pakistanais soutenait des groupes terroristes, et c'est quelque chose qui est énormément répété par le gouvernement indien, que les différents groupes terroristes musulmans du coin sont soutenus et financés par le gouvernement pakistanais. Donc quand le gouvernement indien dit qu'ils vont choper
qui vont choper les terroristes, mais aussi leurs commanditaires et les gens qui les ont soutenus, ça sous-entend très fortement le gouvernement pakistanais. C'est pas dit au hasard. Yo Johan, comment ça va? Donc nous disions... Donc voilà, de sanctionner ses exécutants et de ne pas épargner ses commanditaires, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Au nom de la loi du talion, certains commentateurs et éditorialistes ont pressé New Delhi de répondre à cette énième provocation du voisin occidental avec détermination, quitte à prendre quelques risques. L'opinion est majoritairement rangée derrière ses dirigeants, éreintés par les attaques, attentats, infiltrations diverses et variées portant la signature, qu'elle soit militante, radicale, institutionnelle ou militaire, du voisin. Olivier, pas à nous. Pas à nous, Olivier. Là, Olivier, il dit... les attaques, d'où qu'elles viennent, elles portent la signature du Pakistan. Olivier, c'est pas réglo, Olivier. C'est pas carré de dire ça. Parce que, elle est où cette signature, Olivier? C'est quoi tes sources? À Calcutta, Mumbai, Srinagar ou Bengaluru, nombre d'Indiens considèrent que les récentes saillies enfiévrées du patron de la Pakistan Army, autorité ultime du pouvoir dans cette république islamique et la démocratie contrariée, c'est tellement chargé. Putain, vraiment, en fait, il t'anesthésie un peu avec du contexte. Et une fois que t'es pris dans son truc, parce que tu lui fais confiance maintenant qu'il t'a fait de la recontextualisation historique, il te balance ses points. Mais vraiment, vraiment au tractopelle, quoi. Et bah, c'est impressionnant. Déjà, le patron, autorité ultime dans ce pays, dans cette république islamique à la démocratie contrariée. Et non, la formulation, elle est incroyable. C'est, enfin, la subtilité d'un mec d'extrême droite, c'est incroyable. Donc nous disions, bref, tout ça pourrait avoir encouragé la direction du LET, donc le groupe terroriste, à porter à nouveau la terreur sur le sol indien, alors même que le numéro 2 de l'administration Trump 2.0 venait tout juste de s'y poser. Bienvenue Revlis, bienvenue Raven, Simer pour votre follow. Donc en gros, ce qu'il dit là, c'est que le patron de l'armée pakistanaise, qui serait donc à la tête du pays, s'est sorti contre l'Inde, aurait encouragé les terroristes à faire un attentat sur le sol indien du Cachemire, tout en mettant en danger le premier ministre, le vice-président des États-Unis. Non mais c'est incroyable ce qui est écrit là. Vraiment, genre, c'est incroyable comme c'est chargé tout ce qu'il dit. Je suis très content d'avoir commencé à lire cet article parce que vraiment, ça me fume. Ah. Est certain de relever que le jour de l'attaque, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, alors à Ankara pour s'entretenir avec le chef de l'État turc, avait évoqué avec son hôte, entre autres thématiques, la question du Cachemire lors d'une conférence de presse jointe. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est le chef de l'armée pakistanaise, qui serait celui qui dirige le Pakistan, attaquerait verbalement en permanence le Cachemire indien. Du coup, et aussi c'est lui qui finance de quelque manière que ce soit le terrorisme islamique dans la région. Et donc, il dit qu'à force d'attaquer verbalement le Cachemire indien, il aurait encouragé des terroristes à venir attaquer des touristes au Cachemire indien, à mettre en danger le vice-président états-unien, et qu'en plus, si le jour de cette attaque, le premier ministre pakistanais était en Turquie, et il a parlé du Cachemire, genre, il est vraiment en mode, mais tout est lié, il y a... Ça se sait, ça se voit. C'est vraiment le Olivier Guillervert, je découvre ce mec, et c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, voilà, c'est ça, rhétorique classique de la cible dans le dos. Genre, le fait qu'il en ait parlé, plus le fait que l'autre, il en parle tout le temps, en fait, c'était vraiment genre pointer les terroristes dans la direction du Cachemire indien, n'est-ce pas?
Bordel de merde. Il a peut-être reçu une enveloppe du gouvernement indien. Bah... En vrai... Voilà. Son entreprise, elle est là. Son entreprise, elle est pas là. Son entreprise, elle est là. Enfin, l'entreprise qui... dont fait partie... Le groupe d'entreprises dont fait partie le média dont il est directeur, il est là. Il est pas là. Voilà. C'était juste pour... Non mais putain, ça fait du bien de... Enfin, on s'entend. Ça fait du bien d'avoir de la propagande occidentale sur ce sujet, parce que bah, c'est chiant de trouver de la propagande indienne. Faut qu'elle elle puisse être traduite. Tu t'en sors, hein. Pourquoi t'es où? Désolé, j'ai un chat qui tangue dans mes pattes, là. Tu veux monter sur mes jambes encore? Il va pas me répondre, hein. Donc, révocation de l'autonomie du Cachemire. Vraiment, je suis trop saucé de savoir où il va maintenant. Le Olivier Guiarverse. C'est du maudit dans le texte, tout ce qu'il dit. C'est incroyable. Donc, à défaut de revendications parfaitement identifiées, un groupe militant peu connu, The Resistance Front, ou TRF, aurait revendiqué cet attentat sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une branche du groupe terroriste Lashkar-e-Taiba, donc LET, donc ceux qui ont commis l'attentat au Cachemire. Et il y a une enquête, il y a quelques temps, sur les très grosses campagnes d'influence de l'Inde dans plein de pays occidentaux. Oui. Faudrait... Bah, après, et puis, enfin, il y a ça, il y a l'Hindutva aussi, notamment dans toute la diaspora aussi. Il y a vraiment une toile de propagande indienne à travers le monde dont on n'a pas conscience. Putain, c'est moi qui dis ça, c'est maintenant. Voilà, j'ai Olivier Guillard, désolé, j'ai pas fait exprès. Et non, pas maudit la stream. Non, ceci n'est pas le discours de Modi. Modi n'est pas une nationaliste d'extrême droite indienne et n'est pas première ministre de l'Inde. Si vous le pensiez, je suis désolé, ce sont deux personnes différentes. Voilà. Désolé Modi s'il y a eu des confusions. C'était pas mon but. Les atomes déjà vus ensemble dans la même pièce. Est-ce qu'il n'y a pas une théorie là, hein? On n'a jamais entendu Modi au sujet de l'Inde. C'est vrai qu'elle est la vie. Est-ce que ce pseudo est dû au hasard? Les a-t-on déjà vus dans la même pièce? Est-ce que Modi ne dirige pas en secret l'Inde pendant qu'elle fait de la propagande gauchiste en France, n'est-ce pas? Ça mériterait l'enquête. Je ne fais que poser des questions. Hein. C'est SVP clippé passe. Désolé Modi, en vrai, genre, je pensais pas à tout ce que je viens de dire. Si vous clippez avec ça par contre. Donc, nous disions, avec vos bêtises là. Donc voilà, il y a un groupe militant qui a revendiqué sur les réseaux sociaux et qui est en fait une branche de LET. Donc en fait, c'est pas LET qui l'aurait fait, c'est une branche de LET. Les extrémistes se rejoignent. Ah, les extrêmes, hein. Les extrêmes, on connaît, hein. Un mouvement islamiste pakistanais, désolé, on reprend, hein. Placé sur la liste des organisations terroristes du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Ok. Non mais c'est bien. Je me suis perdu. Ce groupe serait courroucé par l'afflux de populations non cachemiri, comprendre hindoues non musulmanes, dans la région. J'aimais beaucoup le travail de Narendra Modi sur Blast, dommage. Ah non mais oui, hein, c'est... Malheureusement, quand tu connais la réalité derrière son travail, c'est beaucoup moins reluisant. Donc voilà, le groupe terroriste, en fait, il serait pas content parce qu'il se ferait grand remplacer au Cachemire. Donc le TRF est apparu en octobre 2019, peu après la révocation par New Delhi du statut spécial du Cachemire en tant que région semi-autonome, intervenue quelques mois plus tôt, comme on le disait tout à l'heure. Il est parti, débutant là. Bon, j'entends plus tituber, donc j'imagine que le chat est parti. Je connais la réalité de ces lives patins. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais maintenant j'ai peur. Vous me faites peur tous. Je l'ai vu qu'une seule fois IRL et maintenant j'ai peur d'elle. Super.
Comme les terroristes se font remplacer. Personne n'est à l'abri. Ils sont dans nos villes, dans nos campagnes, au Cachemire. Mais Modi, il a pas dit explicitement qu'il faisait une colonisation de peuplement dans la partie indienne de Cachemire en faisant venir de plus en plus d'hindous pour s'installer. Tu arrêtes ça tout de suite, Fiansouk. Olivier, il a dit, c'est les arguments des terroristes. Est-ce que tu vas avoir le même argumentaire que les terroristes, Fiansouk? C'est Olivier, il a dit. Hein. Donc tu vas te calmer. Hein. Et ok, des live patins à roulettes dans Lyon. En vrai... Ah oui, non, c'est vrai, ça existe sur téléphone Twitch. Mais ça doit être rigolo, du coup. Il fait venir des bourdieux. Bordel de merde. Vous êtes tous merveilleux. Sachez-le. Sauf celui qui a accusé en premier Modi, la streameuse, d'être la première ministre nationaliste d'extrême droite de l'Inde. Toi, non. Bordel. On est en train de rire sur un truc horrible. Hein. Je tiens à le rappeler. Hein. Là, on parle d'un attentat. Hein. On parle d'un attentat. C'est qu'on soit clair. Donc oui, parce que les terroristes étaient vexés à cause du grand remplacement. Yo Jane, si mère pour le follow. T'arrives en plein milieu de bordel géopolitique. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. On peut plus rien dire, n'est-ce pas? Donc, le TRF, ils sont apparus après la révocation de l'article 370 par l'Inde, article qui donnait un statut plus ou moins autonome à la région du Jammu et Cachemire au Cachemire. Eh ben écoute, il y a une première fois à tout, voilà, hein, bienvenue. Mais tout le monde connaît tout le monde ici. Mais c'est... Non, en fait, non, c'est Titi Lewy là qui connaît tout le monde. Qui es-tu? Comment connais-tu tout le monde? Je me suis perdu, moi. Donc, nous disions. Donc oui, 2019, intégration du Jammu et Cachemire à l'Inde en tant qu'État et non plus comme région autonome. Et du coup, il y a le TRF qui apparaît à ce moment-là et qui n'est pas content à cause du grand remplacement des musulmans cachemiris par des Indiens. Bordel géopolitique dans lequel on va découvrir la mystérieuse implication de la streameuse maudite. Je vous laisse expliquer ça aux nouveaux arrivants parce que moi je peux pas. Je peux pas le dire à la caméra comme ça. Donc, le TRF est apparu en octobre 2019, peu après la révocation par New Delhi du statut spécial du Cachemire en tant que région semi-autonome, intervenue quelques mois plus tôt. L'État du Jammu et Cachemire avait alors été divisé en deux territoires administrés par la capitale indienne, comme on l'avait lu dans son autre article. Jane et Manhattan. Ah, d'accord. Ok. Bah, écoute, fais pas de bêtises dans ce cas-là. Hein. Donc voilà, les deux... Bon, ça, on l'a déjà vu dans l'article d'avant. Révocation de l'article 370. Jammu et Cachemire est intégré à l'Inde en tant qu'État et est divisé en deux entités administratives, Jammu et Cachemire et Ladakh. Depuis sa décision politico-administrative qui avait fait débat dans la société indienne, d'où le fait qu'ils aient besoin de la légitimer dans des films 3 ans plus tard, les violences militantes avaient significativement diminué et la région avait progressivement recouvré une certaine normalité au niveau de l'activité économique, touristique et de la vie quotidienne. Il est à craindre que cette dynamique positive dont profitait jusqu'alors la population cachemiri ne subisse un coup d'arrêt brutal avec la barbarie de ces derniers jours. Alors, juste recontextualisation pour ceux qui débarquent. On est en train de lire un article d'Olivier Guillard qui est très pro-Inde. Et dont l'employeur a des intérêts économiques en Inde. Juste pour recontextualiser. Donc il a des arguments très secs et cinglants à propos du Pakistan. Par contre, à propos de l'Inde, il dit pas grand-chose. Parce qu'il encense pas spécialement l'Inde, en vrai. Hein. Juste, il dit rien. Donc pour moi, c'est bien la preuve que lui-même, il sait. Hein. C'est la preuve que lui-même, il sait. Donc nous disions... Et après ça, on lira un article d'un autre média pour revoir la situation. De fait, l'attaque de Pahalgam est la plus meurtrière visant des civils en Inde depuis les attentats prises d'otages de Mumbai en novembre 2008 qui avaient fait 166 morts.
Parce que vu que, du coup, le Jammu et Cachemire a été intégré à l'Inde en 2019, ben, c'est un attentat qui s'est déroulé sur le territoire indien. Celui qui a eu lieu la semaine dernière et qui a donc tué 26 personnes. Pour rappel, plus récemment, en juin 2024, une dizaine de personnes avaient perdu la vie et une trentaine d'autres avaient été blessées après qu'une attaque militante dans la région de Reasi, à 100 km au nord de Jammu, eut provoqué la chute dans un ravin d'un bus transportant des pèlerins hindous. Cet attentat portait là encore la signature assumée de Lashkar-e-Taiba, lequel revendiqua cette action meurtrière tout comme le TRF. Certains observateurs des affaires sud-asiatiques contemporaines relèvent par ailleurs que ce renouveau de violence terroriste au Cachemire indien intervient alors que le gouvernement central de New Delhi s'emploie à nouer plus avant ses relations avec des global partners. S'emploie à nouer plus avant ses relations. C'est quoi cette phrase? C'est moi qui suis teubé? Genre, je comprends ce qu'il veut dire, mais il y a un problème syntaxique. Ou c'est peut-être moi. Je n'exclus aucune possibilité. Donc, cette dernière attaque est un signal envoyé à la communauté internationale pour lui faire comprendre que la question du Cachemire n'est pas résolue. Non, ils ont juste fait Google Trad dans le communiqué du BJP, ils ont pas relu. Alors, pour rappel, le BJP, c'est donc le parti de Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui est donc un parti nationaliste d'extrême droite en Inde. Et en vrai, tout le discours anti-Pakistan qu'on lit depuis tout à l'heure, c'est vraiment mot pour mot leur discours à eux. Bon, rien d'étonnant si le chef du gouvernement Narendra Modi, qui veut faire de l'Inde une grande puissance ambitieuse, ouverte sur les partenariats internationaux et la multipolarité, a réagi avec émotion et colère. L'Inde identifiera, traquera et punira tous les terroristes et leur soutien, a-t-il affirmé. Nous les poursuivrons jusqu'au bout du monde. L'esprit de l'Inde ne sera jamais brisé par le terrorisme. Donc Modi, qui veut faire de l'Inde une puissance ambitieuse et ouverte sur le monde et sur les partenariats internationaux, il a réagi avec émotion. Il n'a pas du tout dit on va cramer ces musulmans. Il n'a pas dit verbatim. Mais littéralement, quand Modi l'ouvre, souvent, c'est juste pour dire ça, hein, on va pas se mentir. Et là, vraiment, le Olivier, il tourne ça en mode l'arme à l'œil. Il a juré de venger la mort de ses compatriotes aux mains de ces infâmes terroristes. Et genre, c'est pas comme ça qu'il marche, Modi. Hein. C'est... Non, mais même moi, Béda, j'en peux plus. Enfin, moi aussi, on va dire Narendra. C'est trop long. On va continuer à dire Modi, désolé pour Modi. Non mais pluraliste que le roi, c'est exactement ça. Ou alors ils ont vraiment Google Trad un communiqué de presse du BJP. Narendra House politique. Alors justement, là on arrive à un autre point important de ces tensions. Je sais pas comment Olivier va en parler, c'est pour ça que j'ai d'autres articles sur le coude à ce sujet. Mais il y a le souci autour de l'eau. Parce que, donc, il y a plusieurs cours d'eau dans la région. Et plusieurs cours d'eau qui descendent du Tibet, notamment. Enfin, de la chaîne de l'Himalaya, là. Et un de ces cours d'eau, c'est l'Indus. Indus, qui est un fleuve vraiment historique, aussi important historiquement que le Tigre et l'Euphrate, hein, vraiment, ça rigole pas. Il y a eu la civilisation de la vallée de l'Indus il y a genre 10 000 piges. Ça a été un des berceaux de la civilisation, en tout cas. Et cet Indus, qui est le nom grec, hein, parce que c'est le nom hindi, c'est Singh quelque chose, je ne parle pas hindi, désolé. Cet Indus, c'est la principale source d'eau du Pakistan. La principale source d'eau du Pakistan. Donc c'est ce qui permet l'agriculture au Pakistan. C'est ce qui permet de nourrir les Pakistans. L'agriculture, ça représente genre, si je dis pas de bêtises, 1/3 des revenus du Pakistan. Sauf que cet Indus, avant d'arriver au Pakistan, il passe par l'Inde. Et il y a des accords entre le Pakistan et l'Inde, dont Olivier va sûrement parler juste après, depuis les années 60, si je dis pas de bêtises. Et pour que, peu importe les tensions, justement, on ne ferme pas les vannes et on ne prive pas le Pakistan, qui subit des sécheresses assez vénères depuis un certain temps, qu'on ne les prive pas d'eau. Sauf que là, du coup, Modi,
il a dit, en vrai, je sais pas. Je vous aime pas trop, en fait. Alors, on va voir comment Olivier présente ça. On peut l'appeler le président mandarine. Pourquoi mandarine? Narendra. Est-ce que c'est un jeu de mots sur Narendra, quelque chose? Ou est-ce que c'est moi Ah, putain, c'est écrit juste avant. Je suis teubé. Je suis pas sûr, hein. Alors, c'est peut-être similaire. Attends. C'est quoi, je suis dans Wikipédia, là? Mandarine. Ah ben non, il est en néerlandais. C'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Naranja, c'est orange. Et si je tape sans regarder, bah en fait, ça fait les mauvaises lettres. Donc mandarine. C'est vraiment en espagnol. C'est mandarine. C'est pas du tout narendra, c'est mandarina. La mandarina es el fruto de las diferentes especies de cítricos llamados comúnmente mandarino. Donc c'est mandarina de la famille mandarino. Non, il y a déjà un président orange, ça marche pas. Bordel. Vous êtes très en forme ce soir tous, hein, c'est impressionnant. Donc on n'aura clairement pas le temps de lire l'article du Rubicon, on va pas se mentir. Hein. Donc on reprend parce que vous me distrayez tous, je vais arrêter de lire le chat, hein, vous faites n'importe quoi. Donc... qu'est-ce qu'il a à dire sur les accords d'eau, Olivier? C'est devenu un live de Olivier Gear bashing, en fait. Je suis désolé. Alors, bien évidemment, même si le gouvernement civil pakistanais semble a priori peu enclin à une escalade avec son voisin indien, la pléthorique presse indienne et sa kyrielle d'éditorialistes s'interrogent sur les contours que doit adopter la réponse de New Delhi et sa nécessaire fermeté. Parmi les premières mesures, le ministre indien des Affaires extérieures a annoncé le jeudi 24 avril la suspension avec effet immédiat des services de visa aux ressortissants pakistanais. Tous les ressortissants pakistanais actuellement en Inde doivent quitter le pays avant l'expiration de leur visa tel que modifié. Le 29 avril étant la date limite fixée pour ce départ. Wesh, ils ont laissé 5 jours aux gens pour quitter le pays. T'imagines si t'as un visa de résidence ? J'avais pas vu ça. C'est chaud. Des fois, on a le chat qu'on mérite et d'autres fois, il y a nous. Déjà, j'ai foiré. Hein, j'ai lu le chat. Et je crois que vous êtes le chat que je mérite, en fait. Hein. Je crois que c'est ça qui s'est passé. En parallèle, les autorités indiennes ont décrété pour la première fois en l'espace de 3 générations la suspension. Il aime bien parler de génération pour donner l'impression que ça fait longtemps. Alors que ça fait longtemps, on va pas se mentir. Mais donc... Même les Juifs d'Espagne avaient eu 30 jours. Non mais... C'est... Maudit n'en a rien à battre. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Donc en parallèle, les autorités indiennes ont décrété pour la première fois en l'espace de 3 générations la suspension du jusqu'alors très résilient traité des eaux de l'Indus de 1960, conclu après une décennie d'âpres négociations avec l'aide décisive de la Banque mondiale dans la foulée du premier conflit indo-pakistanais sur le Cachemire de 1948. Donc ils ont mis 12 ans pour réussir à prendre une décision. Et si il y a eu la Banque mondiale d'impliquer... si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas spécialiste en relations internationales, Modi, il peut pas juste dire maintenant on arrête. Il y a des acteurs extérieurs qui sont impliqués. Tout ça pour de la laine quand même. Cet instrument juridique contraignant établit notamment un mécanisme de partage de l'eau et d'échange d'informations entre l'Inde et le Pakistan pour l'utilisation des eaux de l'Indus et de ses 5 affluents, le Sutlej, le Beas, le Ravi, le Jhelum et le Chenab, tout en fermant son espace aérien aux compagnies indiennes. En réaction à la décision de New Delhi de suspendre le dit traité, la République islamique du Pakistan, il peut pas dire Pakistan sans dire République islamique avant. Hein. Genre, il peut pas. Il est obligé de le dire à chaque fois. Ça fait 2 articles où il le dit à chaque fois. Donc la République islamique du Pakistan, dépendante pour ses besoins en énergie hydroélectrique et en irrigation de l'eau,
s'écoulant depuis l'Inde en aval de ce réseau fluvial, a immédiatement rejeté avec véhémence cette suspension historique et déclaré que toute tentative de détourner l'eau de l'Indus du territoire pakistanais serait assimilée à un acte de guerre et il y serait répondu avec toute la force de la puissance nationale. D'ores et déjà, quelques échanges de tirs ont eu lieu le long de la frontière entre les deux pays. Gwipsy, maudit s'en fout. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que t'as fait? Attends, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Parce que je vais arrêter de vous faire confiance. J'ai trop cliqué sur tous vos liens à chaque fois. Ok, c'est drôle. Ok, c'est drôle. Ah, plus Coyote, si merde est passé, ça fait vraiment plaisir. Et puis ben... à chaud, hein. Donc voilà, il y a déjà eu des coups de feu. Pour l'instant, il est vaguement neutre. C'est mieux qu'avant. Après, ça vient d'arriver, donc c'est compliqué de spin ça. Voilà. Et puis c'est compliqué de justifier que quelqu'un coupe l'eau à un pays entier. C'est accessoirement. Le fait que le concert des nations ait, dans la foulée de ces tragiques événements au Cachemire, majoritairement affiché son empathie pour les proches des disparus et partagé la douleur de la plus grande démocratie du monde, on parle de l'Inde, n'autorise pas pour autant toute forme de représailles. Les autorités indiennes devront nécessairement opérer un paramétrage sensible et délicat. Quoi qu'il en soit, même en considérant qu'il faille raison garder à New Delhi comme à Islamabad et à Rawalpindi, le QG de l'armée pakistanaise, des nuages sombres et inquiétants s'amoncellent au-dessus des deux plus grands pays du sous-continent indien. Une situation préoccupante à maints égards qui ne doit en aucun cas laisser indifférente la communauté internationale, aussi accaparée soit-elle déjà par d'autres maux de l'invasion russe en Ukraine à la situation volatile au Moyen-Orient, en passant par les ondes de choc tout azimut de la politique agressive de l'administration Trump. Alors quand il est arrivé sur l'eau, ça s'est à peu près calmé, à peu près. Mais c'est vrai que le reste, enfin, toute la partie là sur l'autonomie et tout, c'était infernal quoi. Donc on va prendre un autre article si ça vous dérange pas. Juste pour vous resituer pour de vrai. Ah, mais il y a des vidéos en plus. Trop bien. Ah, attends, il y a une vidéo carrément. Cette question maintenant, que se passe-t-il au Cachemire ? Ah, c'est de l'audio. On va voir ça après. Il y a des vidéos et tout ça. Cet article a l'air très bien pour le coup. Donc c'est RTS suisse, média suisse. Radio et télévision suisse d'ailleurs, je crois, c'est le service public suisse. La tension toujours au plus haut entre l'Inde et le Pakistan dans le Cachemire. Donc on va peut-être avoir un avis plus neutre et pondéré à propos des deux belligérants. La tension est toujours à son comble entre les deux puissances nucléaires d'Asie du Sud. L'Inde a annoncé l'interdiction des importations de marchandises en provenance du Pakistan. New Delhi ferme aussi ses ports aux navires pakistanais. De son côté, Islamabad a procédé à un essai de lancement de missiles sol-sol. Je crois que l'Inde, ils ont aussi interdit leur espace aérien. J'essaie de trouver un truc sur ciel. 11 jours après un attentat qui a fait 26 morts à Pahalgam, au Cachemire indien, la tension est toujours au plus haut entre le Pakistan et l'Inde. Ils ont quel genre d'échanges commerciaux, l'Inde et le Pakistan? Alors déjà, je crois qu'il y a tout simplement des échanges de ressources et d'énergie, mais on va Google ça en fait, tout simplement. Commerce, Inde, Pakistan. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois au début de ce live, je ne suis pas spécialiste du sujet. Alors, ils avaient repris leur relation commerciale l'an dernier, justement. Ah, parce qu'après, quoi qu'il arrive, tu commerces avec tes voisins, parce que c'est les gens chez qui c'est le moins cher d'exporter et d'importer de base. Donc si dans ton pays, il manque de bouffe, ou tout simplement, eux ont des plus gros stocks que toi, bah, ça va coûter moins cher de faire venir que d'augmenter tes productions à toi. Donc, de fait, les pays ont des relations commerciales. Après, bah, ça dépend aussi des relations. C'est pas non plus la guerre ouverte entre les deux. Il y a quand même des échanges frontaliers, etc. Tu vois. Il y avait des Pakistanais sous visa en Inde et vice-versa. C'était pas non plus porte fermée entre les deux. Là, c'est le cas. Avec le renvoi sous 5 jours des Pakistanais sous visa en Inde. Après, l'Inde manque pas de partenaires commerciaux. Absolument, absolument.
Donc New Delhi tient Islamabad pour responsable de cette attaque perpétrée contre des touristes le 22 avril dans la partie du Cachemire sous contrôle indien, un attentat qui n'a pas été revendiqué et dans lequel le Pakistan nie toute implication. Wesh 3 mai. 3 mai c'est samedi. Le 25 avril, Olivier, il disait que ça avait été revendiqué par un groupe terroriste. Là, il y a RTS qui dit que ça n'a pas été revendiqué. On va regarder. Hmm. Alors effectivement, Pacific Forum. Donc là, on a un article de Max Abrams qui dit qu'effectivement, TRF aurait revendiqué l'attentat. L'article, il date d'il y a 3 jours. Est-ce que c'est encore un truc flou, du coup, on n'attribue pas de revendication pour l'instant? Pareil, j'aurais plus tendance aussi également à croire RTS. Et bon, on va rester sur l'avis de la RTS pour l'instant, ok? Donc pour l'instant, il n'y a pas de revendication. On reste là-dessus. Mardi, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait donné son feu vert à une riposte militaire après l'attentat de Pahalgam. Depuis, le Pakistan dit avoir des informations crédibles sur une frappe indienne imminente. Ça, c'est une info qui est sortie il y a 3-4 jours, je crois, justement, qui disait qu'effectivement, le gouvernement pakistanais avait effectivement dit qu'ils avaient, d'après leurs renseignements, leur service de renseignement, des infos fiables, des infos crédibles, sur le fait que l'Inde préparait une riposte armée à grande échelle. Donc ça irait potentiellement plus loin que les escarmouches qu'il y a eu à la frontière jusqu'à présent. Essai de lancement de missiles au Pakistan. Dans la continuité de ce jeu de tension, l'armée pakistanaise a rapporté samedi avoir mené un lancement test réussi d'un missile sol-sol d'une portée de 450 km. Le lancement avait pour objectif d'assurer la préparation opérationnelle des soldats et de valider des paramètres techniques clés, a-t-elle poursuivi. Pour Hassan Askari Rizvi, un analyste militaire au Pakistan, le test de lancement est un avertissement. Il indique clairement que nous avons les ressources de contrer l'Inde. C'est un message qui dit que nous sommes bien préparés, a-t-il répondu à l'AFP. Donc réaction de l'Inde. En réaction, New Delhi a répliqué samedi en étendant ses mesures de représailles économiques visant Islamabad et en interrompant les services postaux. Donc il n'y a plus de courrier entre les deux pays. Les importations de marchandises en provenance du Pakistan ou transitant par l'Inde sont interdites, ainsi que l'accès des navires pakistanais aux ports indiens. Donc si en plus des trucs doivent arriver au Pakistan d'autres pays, très certainement la Chine ou du Bangladesh, et que ça doit traverser l'Inde, ça n'arrivera pas au Pakistan. Et New Delhi a également bloqué sur les réseaux sociaux les comptes de plusieurs célébrités pakistanaises, acteurs ou joueurs de cricket, sport très prisé dans les deux pays, à l'image du compte Instagram de l'ex-premier ministre pakistanais et le capitaine de cricket Imran Khan. C'est chaud ça. Ça je savais pas pour le coup qu'ils avaient bloqué sur les réseaux sociaux des personnes, des Pakistanais tout court, et notamment le premier ministre. Ça c'est archi chaud. T'imagines, on s'embrouille et on bloque, on embrouille les États-Unis et on bloque Trump dans la foulée, tu vois, c'est un peu... La crainte des habitants du Cachemire. Des sources militaires indiennes ont aussi fait état d'échanges de tirs nocturnes pour la 9e nuit consécutive entre les deux armées, le long de la ligne de contrôle qui divise sur 770 km la région disputée du Cachemire à majorité musulmane. Après une salve de sanctions diplomatiques, des accords rompus, notamment sur le partage des eaux de l'Indus et des visas annulés dans les deux pays, les déclarations guerrières se multiplient et les 15 millions d'habitants du Cachemire, côté pakistanais et indien, vivent de nouveau dans la peur. L'Inde accuse son voisin de financer et d'entraîner des insurgés qui réclament l'indépendance ou le rattachement du Cachemire indien au Pakistan. Islamabad nie et affirme soutenir la lutte pour l'autodétermination et dénoncer des abus des droits humains dans la région. Une opposition à la spoliation économique par l'Inde au Cachemire. Charlotte Thomas est
politiste, spécialiste de la minorité musulmane en Inde et chercheuse associée au programme Asie du Sud-Est du collectif de chercheurs Noria. Interrogée dans Forum, elle défend que les actes terroristes récents au Cachemire indien sont à comprendre comme une réaction cachemiri et non pakistanaise à la spoliation du développement économique en cours au Cachemire par New Delhi, notamment depuis la décision de 2019 de Narendra Modi de suspendre des droits. Parce qu'effectivement, du coup, le Cachemire n'a plus son autodétermination économique non plus, vu que maintenant ça fait partie de l'Inde. Pour la chercheuse, les accusations de l'Inde contre le Pakistan, suspectées d'être à la manœuvre de cet attentat par New Delhi, ne sont pas crédibles. L'État pakistanais est un État où l'armée est très forte et qui a très longtemps utilisé les groupes violents islamiques comme proxy. Il n'y a aucun débat là-dessus. Ça, pour le coup, enfin, moi, je reviens pas là-dessus, tu vois. En revanche, ce qui s'est passé le 22 avril n'est pas le fait du Pakistan, puisque les combattants, ce sont des Cachemiris de la vallée du Cachemire, qui ont opéré dans une partie où les combattants infiltrés du Pakistan n'opèrent pas. Pas un conflit religieux ou identitaire. D'après la chercheuse, avec ce durcissement du ton du côté indien, le Premier ministre Narendra Modi tente surtout de camoufler ses propres manquements en termes de sécurité et de perpétuer le récit identitaire de la politique de l'Hindutva. Donc l'Hindutva, c'est vraiment le nationalisme hindou, qui est centré autour de l'hindouisme, et qui dit que, grosso merdo, les Indiens sont hindous, les hindous sont indiens. Si tu veux être indien, c'est que t'es hindou, si t'es hindou, c'est que t'es indien. Et de fait, c'est une politique identitaire, comme elle dit. Donc c'est vraiment eux contre nous. Les musulmans veulent la mort des hindous. C'est vraiment comme ça qu'ils le voient, et du coup, il y a vraiment ce truc de... Du coup, il faut qu'on se débarrasse d'eux avant. Et c'est un truc qui revient dans énormément de discours de Narendra Modi, où il va accuser, effectivement, les musulmans d'en vouloir aux hindous, de vouloir leur extermination, de financer le terrorisme pour ça aussi. Il y a aussi des discours sur, comme on peut entendre aussi en France, sur la rente mémorielle suite à la partition. Enfin, il y a vraiment tout un discours nationaliste hardcore, et quand je dis hardcore, c'est qu'il y a vraiment des appels à la violence, par moments, de politiciens du BJP, donc le parti de Narendra Modi, contre les minorités musulmanes. Et il y a énormément d'actes de violence contre les minorités musulmanes en Inde. Et énormément de désinformation aussi. Notamment, c'est un autre film, on en avait parlé à Arcani, que je n'ai pas réussi à finir, parce que c'était horrible, dans le sens traumatisant. Un autre film qui s'appelle... Merde. J'ai plus le nom. Mais en gros, c'est un film qui est censé raconter l'histoire vraie de milliers de... Alors, ça prend une fille, une étudiante comme exemple, mais c'est censé raconter l'histoire vraie de milliers de jeunes femmes dans l'état du Kerala, de Kerala Stories. Dans l'état du Kerala en Inde, donc de milliers de jeunes femmes qui auraient été... embrigadés, l'État islamique leur aurait lavé le cerveau et les aurait recrutés pour être les femmes de Daesh. Ils avaient avancé un chiffre comme plus de 30 000 femmes juste au Kerala auraient été enlevées par Daesh. Et que du coup, ils zonent dans les universités, dans les lieux où les jeunes femmes qui ne sont pas assez religieuses et du coup sont plus promptes à tomber dans d'autres religions, à se faire recruter par d'autres religions. Justement, les terroristes musulmans auraient profité de ça, et du coup, il faut plus surveiller vos filles, il faut que vos filles soient plus religieuses, blablabla. Enfin bref, l'Hindutva, c'est un bordel, le BJP, c'est un bordel, le nationalisme, c'est un bordel. Et clairement, les discours de l'Inde sur le Pakistan, c'est absolument pas innocent. Non mais oui, en plus, le Kerala qui doit être l'État le plus religieux, enfin, c'est complètement lunaire, quoi. Donc voilà, d'après la chercheuse, le durcissement de ton du côté indien, ça fait partie de la politique de l'Hindutva. Mais surtout, il escompterait profiter de la situation pour récupérer la gestion des eaux de l'Indus, puisque depuis 2023-2024, l'Inde essaye de renégocier à son profit le traité de partage des eaux signé avec le Pakistan en 1960, sous l'égide de la Banque mondiale, défend-elle. Quand on creuse petit à petit, en fait, le substrat religieux s'évanouit tout de suite. Il ne reste qu'un substrat économique et une faille de sécurité, mais notamment un substrat économique, conclut Charlotte Thomas. Merci beaucoup, Charlotte Thomas. Donc c'est un article qui est écrit par Julien Furet, avec Agence. À propos recueilli par Valentin Emery dans Forum. Donc le Cachemire.
Est-ce que vous y comprenez plus quelque chose? Je ne pense pas. Mais du coup, c'était le bordel. Donc, on a les tensions identitaires entre l'Inde et le Pakistan. Tensions identitaires énormément encouragées par le gouvernement nationaliste indien, qui revendique l'indouité même historique du Cachemire, et qui du coup accuse le gouvernement pakistanais de soutenir des groupes terroristes, ce qu'il a historiquement fait, on va pas revenir là-dessus, de soutenir des groupes terroristes pour tuer les hindous du Cachemire. Bonjour, sur le Cachemire, les pro-hindous de 20 en ce moment copient les mêmes arguments que les pro-palestiniens sur Twitter. On n'a qu'un seul pays hindou alors qu'il y a plein de musulmans qui nous entourent. Ce n'est pas un vrai pays, le Cachemire, etc. Effectivement, le miroir est assez flagrant. Et un truc aussi, c'est que justement, l'Inde, c'est un des plus gros pays qui produit de la propagande pro-israélienne et anti-palestinienne sur Internet. Parce que ils ont le même souci, les musulmans. Mais ça, on en parlera. Arrêtez de me faire parler trop tôt, là. Cimer Pstissadé. Vraiment, ouais, je savais pas comment aborder le truc, et c'est en matant ces films-là que je me suis dit, il y a peut-être un angle. Donc, nous disions, Curzon, il divise le Bengale, voilà. Donc, même si cette... colonialiste convaincu de l'infériorité des Indiens, Curzon dut faire face à une forte résistance à cette tentative de diviser pour mieux régner. Même si cette tentative de partition ne dura que jusqu'en 1911, elle alimenta un mouvement d'indépendance au sein du Congrès indien, un parti politique qui avait été créé par les élites éduquées dans l'objectif de négocier avec le Raj britannique. Elle stimula également la formation de la Ligue musulmane, un parti politique militant pour les droits des musulmans en Inde. Incroyable contre son camp de Curzon. Donc la lutte pour l'indépendance, ça, vous connaissez au moins Gandhi, normalement. Au début du XXe siècle, l'avocat et homme politique Mohandas Mahatma Gandhi fut élu au Congrès national indien et commença à faire pression pour obtenir l'indépendance par la désobéissance civile non violente. Cependant, les boycotts, manifestations et marches se heurtèrent à la brutalité et à la répression de la loi. Vous-même, vous connaissez. Les autorités britanniques tentèrent d'apaiser les nationalistes en émancipant davantage de personnes et en augmentant leur représentation au sein des gouvernements locaux. En général, quand tu commences à faire ça, tu sais que ta colonie, elle est sur la voie de la sortie. Ces réformes ne profitèrent toutefois qu'à un petit groupe d'Indiens. En 1935, seuls 12% des citoyens avaient le droit de vote. Par la suite, le Royaume-Uni entra dans la Seconde Guerre mondiale et entraîna l'Inde avec lui. Contraints de défendre les intérêts de leurs colonisateurs avec leur propre vie, de nombreux Indiens s'opposèrent à la guerre. Pour obtenir leur soutien, le gouvernement britannique proposa à l'Inde de devenir un dominion britannique, c'est-à-dire un État indépendant qui pourrait se gouverner lui-même sous la supervision des Britanniques. Oui, c'est pas une colonie, puisque c'est pas un Britannique à la tête. Ceux qui décident de tout. Mais c'est pas un Anglais qui décide. Du coup, c'est pas une colonie. Les nuances, les amis. Les nuances. Le Congrès national indien rejeta ce projet et en 1942, Gandhi lança le mouvement Quit India, une campagne de désobéissance civile généralisée exigeant l'indépendance immédiate. La réponse de la Grande-Bretagne fut d'arrêter Gandhi et d'autres dirigeants et de faire du Congrès national indien un parti hors la loi. Parce qu'on sait que ça marche toujours auprès du peuple, ce genre de move. Cette mesure se retourna contre... Qui aurait pu le prédire? Incroyable! Mais incroyable! Cette mesure se retourna contre les Britanniques. Peignez-moi surpris, comme on dit dans la langue de Miley Cyrus, hein, n'est-ce pas? Donc la répression poussa de nombreuses personnes qui ne soutenaient jusqu'alors pas l'indépendance à se joindre à la cause. Vraiment, les gars, ils enchaînent les contre leur camp, c'est un non-stop. Des émeutes et des détentions massives s'ensuivirent et le mouvement Quit India fut réprimé. Ils ont le pif, les Anglais, ils savent comment gérer ce genre de problème. Ce dernier, ainsi que la méfiance semée par une famine catastrophique au Bengale qui fit des millions de morts en 1943, famine causée par les Britanniques, mais ça, bon, c'est... Ils en parlent pas trop, les Anglais, de ça. Hein. Eux, ils ont amené des routes et des hôpitaux, ils parlent pas des famines et des millions de morts. Donc la famine et les émeutes et la méfiance, ça a convaincu néanmoins les dirigeants britanniques que l'avenir de l'Inde en tant que colonie obéissante était voué à disparaître. Franchement...
ils ont mis que... ils ont mis qu'une quarantaine d'années à s'en rendre compte. Moi, je trouve que c'est quand même plus rapide que beaucoup de parents, tu vois. Je fais pas un parallèle colonisateur colonisé parents, mais il y a des parents, ils ont tort, et pendant 40 ans, ils vont me dire non. Hein. Non, je ne fais pas de trauma dump dans mon chat. Oui, c'est comme la famine en Irlande, c'est pas une cause naturelle, on parlera de la famine au Biafra organisée par la France. Non mais oui, il y a beaucoup de famines dont on parle comme si c'était un fait de la vie. C'est arrivé, c'est comme ça, alors que c'est littéralement... Bah, c'est arrivé parce que quelqu'un a fait quelque chose, en fait. C'est pas genre, la météo était pas bonne, il n'y avait plus de patates en Irlande, tu vois. C'est... Les Anglais... C'est souvent les Anglais, on va pas se mentir. Quand quelque chose ne va pas au cours des 200-300 dernières années... c'est souvent les Anglais derrière. Alors depuis 100 ans c'est américain, mais bon bref. Deux visions de l'indépendance. Et c'est là que justement on arrive au début de nos emmerdes actuelles. Alors que l'indépendance de l'Inde semblait se rapprocher, les divisions entre le Congrès national indien et la Ligue musulmane s'accentuèrent. Gandhi et putain, désolé. Jawaharlal Nehru. J'ai la bouche sèche, désolé. Donc, Gandhi et Jawaharlal Nehru, un autre dirigeant du Congrès national, pensaient depuis longtemps qu'une Inde indépendante devait être une nation unique et unifiée. Cependant, même si la Ligue musulmane était également favorable à cette autonomie, son dirigeant, Muhammad Ali Jinnah, abandonna publiquement la cause d'une Inde unifiée en 1940. Et ça, c'est effectivement l'œuvre de décennies d'imprégnation du nationalisme en Inde aussi. Parce que si le nationalisme, ça se répand très vite en Europe, ça se répand aussi très rapidement dans les zones colonisées. Parce que forcément, si on te dit, en vrai, mon ref, avoir sa propre terre pour son propre peuple, avec sa propre culture, quand il y a des gars qui sont pas d'ici, qui sont en train de squatter et imposer des trucs, ça donne envie. Ça donne envie sur le papier, tu vois. Donc forcément... les colonies sont un terreau très fertile pour le nationalisme. On va voir ça au Moyen-Orient, on va voir ça en Amérique, on va voir ça en Afrique, on va voir ça partout. Alors, bien que le Congrès national indien donc le parti de Gandhi, bien que le Congrès national indien se présentait comme le parti de tous les Indiens, les membres de la Ligue musulmane craignaient tout de même qu'il ne représente que les intérêts des hindous. Selon Jinnah, une Inde unifiée offrirait aux hindous la possibilité de contrôler la minorité musulmane. Ainsi, le parti demanda l'autonomie par la création d'une nouvelle nation appelée Pakistan. Pakistan qui, d'ailleurs, je crois, est le seul pays dont le nom est un sigle. Du coup, merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé. Et du coup, bah, je vais vous envoyer chez Maudit. Parce que bon, on a quand même beaucoup parlé d'elle cette dernière heure. Donc, ce n'est que justice que de lui envoyer nos quelques viewers, n'est-ce pas ? Vous êtes gentil avec elle, d'accord ? Vous l'embêtez pas avec les discours, ses discours politiques et ses positions sur le Pakistan. Du coup...